Les Africains se plaignent constamment du pillage de leurs matières premières. Et pourtant, il y a un pillage encore plus grave qui a lieu sur le continent et qui va faire encore plus de mal. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Il s'agit du pillage de la matière grise. Le pillage des ressources intellectuelles du continent. Et croyez-moi, ceux d'entre vous qui pensent que le plus grave, ce sont les matières premières, vous vous trompez lourdement. On a vu des pays dans lesquels il n'y avait absolument pas de matières premières se développer quand même. Comment? Grâce à l'intelligence humaine. Et il se trouve qu'on ne s'en rend même pas compte, mais il existe des systèmes qui extraient de l'Afrique chaque année des centaines de milliers de personnes qui vont en Europe, en Occident, pour chercher de meilleures conditions de vie. Et ce qu'on constate juste après, c'est qu'au final, ces talents-là, qui auraient dû travailler pour développer nos pays et nos continents, désormais travaillent pour l'étranger. Dans cette vidéo, on va donc parler des causes profondes de ce phénomène-là et surtout comment faire pour rapidement endiguer cela en 3 solutions concrètes et pragmatiques. Et vous allez voir que chacun d'entre nous a son rôle à jouer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai fait une panoplie de formations dans lesquelles je t'explique comment faire pour gagner davantage de sous. Si en plus tu es en France et que tu as le CPF, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Désormais, nous avons des formations éligibles au CPF. Pour en bénéficier, dans la barre de description, tu as un numéro de téléphone auquel tu peux nous joindre pour qu'on puisse travailler avec toi. Tu as aussi un lien sur lequel tu peux laisser tes coordonnées pour que notre équipe te rappelle simplement. Alors, aujourd'hui, je veux voir avec vous un sujet extrêmement important, mais dont on ne parle jamais, la fuite des cerveaux africains. Vous savez, moi, j'aime souvent assimiler ça à l'esclavage. Pourquoi? Parce que l'esclavage avait pour but de piller l'Afrique de ses ressources les plus valeureuses, physiquement. C'est-à-dire qu'à l'époque, on venait et on prenait les hommes, les femmes, les mieux formés pour aller enrichir et travailler ailleurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce système continue d'exister, mais sous une forme différente. On continue de piller l'Afrique de ses meilleurs talents. Jusque maintenant, ça se fait avec le consentement du continent. Et pourtant, il est urgent que l'on inverse cette tendance. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent un tout petit peu au classement des meilleures écoles au monde, KAIST en est une. KAIST, c'est une grosse université que vous avez en Corée du Sud. Mais j'ai constaté que la plupart des profs qui sont à KAIST, ce sont des profs qui ont quasiment tous fait Harvard. C'est-à-dire que beaucoup de Coréens, beaucoup de Chinois, beaucoup de Japonais sont allés se former dans les meilleures écoles au monde, notamment les meilleures écoles américaines. Et quand ils ont fini de se former là-bas, ils sont revenus dans leur pays pour travailler. Comment est-ce que ça a été possible? Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Chez nous en Afrique, on constate que quand nos pépites s'en vont et qu'elles brillent à l'étranger, et bien au final, elles ne bénéficient pas grandement à nos pays. Et pour vous montrer l'absurdité de ça, j'ai pris un domaine qu'on connaît à peu près tous, c'est le football. Et je me suis amusé à essayer de constituer le 11 entrant avec des remplaçants de l'équipe du Cameroun, avec des joueurs qui ne joueront probablement jamais pour le Cameroun. Et je parle des joueurs actuels, je ne parle même pas de tous ceux qui ont précédemment joué pour la France, l'Allemagne et d'autres pays au détriment de leur pays d'origine. Donc ici, prenons le cas du Cameroun. En gardien de but, on peut avoir Simon Ngapandou. Alors son nom, franchement, c'est un peu compliqué pour moi. C'est Ngapandou Ntumbu, je crois. Il a 19 ans, il joue à Marseille. En défense, j'ai pris 4 noms. À gauche, on a Billy Koumatio. Les 2 défenseurs centraux, j'ai pris Evan Dikai, j'ai pris Jerzinho Nyamsi. À droite, j'ai pris Sacha Boué. Tous les 4 jouent pour la France. Du moins, postulent pour jouer pour la France. Au milieu des terrains, j'ai pris 3 noms. Dina Ebimbe, Tchouameni, qui est très en vogue maintenant, qui joue à Marseille, à Monaco, mais je pense qu'il va aller au Real de Madrid. Il a refusé le Paris Saint-Germain pour aller au Real de Madrid. Apparemment, lui, il a dit non à l'argent. Adrien Tamézé, très bon joueur. Et en attaque, j'ai pris des noms que vous connaissez, hein. Youssoufa Moukoko, qui était un peu annoncé comme le Kylian Mbappé allemand. Kylian Mbappé, qui est camerounais. Et Hugo Ekitike, qui est le futur Kylian Mbappé, pour lequel le Paris Saint-Germain vient de mettre 45 millions d'euros sur la table. Tous ces gens-là ont ceci en particulier, qu'ils sont camerounais. Si on voulait aller un peu plus loin, je me suis amusé à aller un peu plus loin en remplaçant. Bon, là, j'avais mis Hugo, mais du coup, je l'ai mis titulaire. Samuel Umtiti, Anthony Elega, Brian Bemo, Saliba, Alexis Tibidi, et il y en a encore plein d'autres de Camerounais, bien souvent de pères et de mères camerounais, mais qui vont jouer pour la France, qui vont jouer pour l'Allemagne, qui vont jouer pour d'autres pays,
au détriment de leur pays d'origine. Et vous savez, un des arguments qu'on nous sort souvent quand vous voulez parler de ce sujet, c'est qu'on vous dit, comme Kylian Mbappé, mais il est né et il a grandi en France. Donc c'est normal qu'il joue pour la France. Faux, faux, faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Et ce raisonnement-là, il faut qu'on ne nous sorte plus jamais ce raisonnement. Naître et grandir dans un pays ne signifie absolument pas d'un que vous avez la nationalité du pays, deux que vous devez jouer pour le pays. Je vais vous prendre 3 exemples simples qui battent en brèche cet argument de pacotille. Le premier d'entre eux, ce sont tous les enfants expats ou immigrés, selon le choix, qui sont en Afrique. Tous les blancs qui vivent en Afrique avec leur famille. Moi, j'ai des potes ici maintenant qui sont nés, qui ont grandi toute leur enfance au Sénégal avec leurs parents qui étaient là-bas, docteurs, pasteurs, en fonction des rôles. Leurs parents ont vécu en Afrique 10, 15, 20 ans et ils sont nés et ils ont grandi toute leur enfance jusqu'à 15, 16 ans, parfois même jusqu'au bac en Afrique. Tenez-vous tranquille, ils ne se définissent pas comme Sénégalais, hein, ni comme Camerounais ou Ivoiriens, ils se définissent comme Français. Ils sont juste nés à l'étranger. C'est tout. Naître dans un pays ne signifie pas que vous en avez forcément la nationalité. Le deuxième contre-exemple, ce sont les enfants européens ou américains qui sont nés en Europe. Moi, j'ai autour de moi des amis américains, australiens, allemands, anglais, qui ont des enfants qui sont nés en France. Leurs enfants ne sont pas français. Quand même ils ont pris la nationalité française, ils se définissent d'abord comme des Anglais, des Allemands, des Américains, des Australiens qui vivent à l'étranger. Aussi simple que ça. Ils ne se définissent pas comme des Français. Troisième argument pour vous montrer à quel point cet argument-là ne tient pas. Quand on a des Africains qui vivent en Afrique et qu'ils ont des enfants dans des pays africains, leurs enfants n'ont pas les nationalités des pays africains. C'est-à-dire que moi j'ai des Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire, leurs enfants sont nés en Côte d'Ivoire, leurs enfants sont Camerounais. Ils n'ont pas donné la nationalité ivoirienne à leurs enfants. Pareil au Sénégal, je connais des Camerounais, des Ivoiriens qui vivent au Sénégal, qui ont eu des enfants là-bas, leurs enfants ne sont absolument pas du tout sénégalais. Non, non, pas du tout. Et pourtant, ils vivent là-bas, ils grandissent là-bas. Ces 3 arguments suffisent largement pour démontrer que ce n'est pas parce que tu es né et tu as grandi quelque part que tu en as forcément la nationalité. Donc, on arrête de nous dire que parce que Kylian Mbappé est né en France, parce que Hugo Ekitike est né en France et qu'il a grandi en France, alors il n'y a aucune raison qu'il se revendique d'une autre nationalité. C'est faux. Et les 3 arguments qu'on vient de voir le démontrent aisément. La réalité, elle est tout autre. La réalité est que la France, comme la plupart des grandes puissances, sont à la quête des talents dans le monde entier. Prenons le cas Joel Embiid. Joel Embiid n'a rien à voir avec la France, mais aujourd'hui la France lui fait la cour depuis pas mal d'années pour qu'il joue pour l'équipe de France de basketball, alors qu'il n'a aucun lien avec la France. Il n'est pas né, il n'a pas grandi. Ça a même fait un tollé en France parce que des gens ont dit mais qu'est-ce que lui vous voulez qu'il vienne faire en France? Il n'est absolument pas français. Mais en fait c'est la réalité du système. Le système est simple. La France, comme beaucoup de pays, se bat pour acquérir les meilleurs talents partout dans le monde. Rappelez-vous de l'immigration choisie de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il disait? Il voulait venir en Afrique et prendre les meilleurs des meilleurs pour que ceux-là aient le droit de pouvoir venir en France. L'objectif, il est clair. Dépouiller le continent africain de ses meilleures ressources intellectuelles et sportives, artistiques, pour pouvoir bénéficier de cela en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada. C'est une politique que les pays dits industrialisés ont de manière globale. Je vous ai pris l'exemple du sport en fait parce que le sport c'est le côté visible de l'iceberg. Je vous ai donné ces noms parce que la plupart d'entre eux, on les connaît, ce sont des sportifs de haut niveau qu'on voit à la télé et on se dit ah mais lui il aurait pu jouer pour tel pays, tel autre aurait pu jouer pour tel autre pays. Mais la réalité est que le sport n'est que la face immergée de l'iceberg. Le nombre de personnes intellectuels, sachant dans tellement de domaines, qui ont quitté l'Afrique et dont le savoir ne bénéficie d'aucune manière à l'Afrique est extrêmement important. Savez-vous par exemple qu'un pays comme la France, quand on prend le pourcentage des étudiants étrangers, l'Afrique à elle seule a pratiquement la moitié de tous les étudiants étrangers qu'il y a en France. En 2019, on était à 48%. On est même peut-être à plus de 50%. Ça veut dire que quand vous voyez un étudiant étranger en France, 1 sur 2, c'est un Africain. 1 sur 2. Or, on sait tous que la grande majorité de ces étudiants vont rester en France, se marier ici, habiter ici, faire des enfants ici, faire leur carrière ici, vieillir ici et pour certains d'ailleurs, mourir ici. Donc au final, ils vont bénéficier et enrichir la France avec leurs salaires, avec leurs taxes, avec leurs impôts, avec leurs investissements, ainsi de suite, et tout ceci au détriment de l'Afrique. Il s'agit donc là d'un véritable enjeu que nos pays doivent saisir assez rapidement pour trouver des voies et moyens de faire revenir à la maison la diaspora. C'est plus qu'urgent. Quelle est la conséquence de ce système si vous pensez que ce que je vous dis là n'est pas assez important? Eh bien, sachez qu'un pays comme le Cameroun a plus de médecins en France qu'au Cameroun. Vous avez bien entendu.
le Cameroun, on a pris tout à l'heure les footballeurs camerounais, pour rester avec le Cameroun, il y a plus de médecins camerounais qui exercent en France qu'au Cameroun. C'est impensable, n'est-ce pas? Vous imaginez ça? Qu'il y ait plus de médecins français qui travaillent aux États-Unis qu'en France? Et pourtant, c'est ce qui se passe au Cameroun. Et le Cameroun n'est pas le seul pays dans ce cas. Plusieurs pays africains ont fait ce constat-là, ce triste constat, qu'une grande partie de leur intelligentsia est à l'étranger. Voilà donc le nouveau système de pillage. Voilà donc le nouveau système au travers duquel on continue de s'assurer que l'Occident sera toujours au-dessus de l'Afrique. Parce qu'on lui prend ses meilleurs talents, on lui prend ses meilleures ressources. Aussi simple que ça. Regardons à présent les causes. Pourquoi est-ce que la diaspora africaine se comporte ainsi? Pourquoi est-ce que nous sommes si fiers de troquer nos nationalités quand nous allons à l'étranger au détriment de nos pays, au point même de cracher sur nos pays? Parce qu'il y a certaines personnes de la diaspora qui sont tellement amères quand elles parlent de l'Afrique. Je pense qu'il y a plusieurs raisons et je vais vous les partager dès à présent. Alors, pour pouvoir commencer, la première raison, je pense que vous la connaissez, aussi simple que ça, c'est le complexe d'infériorité. Aussi simple que ça. Sinon, comment expliquer que les Africains, quand ils sont en Afrique et qu'ils vont dans d'autres pays, ils ne donnent pas les nationalités de ces pays-là à leurs enfants. Mais dès qu'ils sont en Europe, ils sont les premiers à donner les nationalités étrangères et à se battre même pour que les enfants aient des nationalités étrangères. Bien évidemment, il y va une grande partie de complexe. Disons-nous la vérité sur ce sujet. Dans combien de nos familles, on est très fiers quand tu ramènes une blanche? Ah oui, oui, oui. Épouser une blanche, c'est synonyme de réussite, ou même un blanc. Disons-nous cette vérité, on le sait très bien. Quand tu ramènes ton moukala, ton mundele à la maison, ah non, non, c'est parfait. Il y a même des familles qui se fâchent. Si la fille décide de ramener un Africain, on lui demande, mais avec tous les blancs qu'il y a en Europe, comment ça se fait que tu aies juste trouvé un Africain? Il y a ce complexe-là qui existe encore du noir par rapport au blanc. Ils pensent que ce qui est blanc est meilleur. Le succès est blanc, la réussite est blanche. Et donc, tant qu'on a ce complexe-là, alors fondamentalement, on va tout faire pour que nos enfants soient français, pour que nos enfants soient allemands, pour que nos enfants soient X, Y, Z. On n'est même plus dans des naturalisations voulues. On n'est plus dans des naturalisations logiques. On est dans des naturalisations de complexes d'infériorité. Pour certains, c'est un moyen d'avoir des papiers. Il faut faire des enfants avec un blanc ou un français ou une française pour avoir des papiers. Donc les motifs peuvent être différents, mais fondamentalement, il y a du complexe là derrière. Et ce complexe-là, vous allez comprendre tout à l'heure comment on fait pour le combattre. Deuxième motif, après le complexe, c'est la mauvaise communication et l'éducation. Ici, là, il s'agit de communication. Alors, de quoi est-ce que je parle? Communication et éducation. Vous savez certainement que dans la plupart des cas, ce sont des parents africains qui eux-mêmes découragent leurs enfants nés en Occident d'aller en Afrique, n'est-ce pas? Si vous ne le saviez pas, je vous en informe. Beaucoup de familles africaines ici en Europe, ce sont les parents qui disent à leurs enfants que l'Afrique c'est mauvais, l'Afrique il y a des sorciers, l'Afrique on va te tuer, l'Afrique c'est sous-développé, l'Afrique il y a la corruption. Ils passent leur journée à critiquer l'Afrique auprès de leurs enfants, de telle sorte que ces enfants grandissent avec l'idée que l'Afrique c'est un endroit où il faut pas aller en fait. C'est un endroit très négatif, c'est un endroit qui, waouh, à tel point que vous avez beaucoup de gens dans la diaspora qui sont même parfois à des positions intéressantes et qui n'ont jamais mis leurs pieds en Afrique. Ils ne sont jamais allés en Afrique à cause de cette communication et de cette éducation biaisée dans laquelle on leur a fait comprendre que l'Afrique était mauvaise. Dans la société, quand on parle de l'Afrique, généralement en Occident, c'est négatif. Des coups d'État, X, Y, Z. Donc, si à l'extérieur, on parle mal de l'Afrique, à l'intérieur, on parle mal de l'Afrique, l'enfant, forcément, il ne va pas se sentir africain. Il aura même honte de s'assimiler à l'Afrique. Il aura honte de sa couleur de peau. Il aura honte de tout ce que ça entraîne d'être africain. Et donc, fondamentalement, la deuxième raison pour laquelle cette diaspora-là fuit l'Afrique, c'est à cause de la communication et de l'éducation qu'ils ont pu recevoir quand ils étaient petits. Mais on ne peut pas se limiter uniquement à ça. J'aimerais voir avec vous des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir améliorer les choses? Moi, j'ai pensé à un certain nombre de solutions. J'ai d'abord commencé par penser à des solutions institutionnelles. Qu'est-ce que j'appelle solutions institutionnelles? Ce sont les solutions que l'État peut porter. Et je ne parle pas ici de solutions de façade avec des journées, Back to Africa, ce genre de choses. Ça, c'est du superficiel. Je parle de solutions de fond. Et l'une des premières solutions que nos États peuvent clairement implémenter, c'est au niveau de l'éducation patriotique dès le bas âge. Il faudrait que les enfants apprennent le patriotisme. Un patriotisme qui fait que quand un enfant quitte l'Afrique, son cœur est toujours attaché à l'Afrique. Un patriotisme qui fait que les gens aiment réellement leur pays. Ils ne sont pas là en attendant la première occasion de se barrer de leur pays. Ils aiment réellement leur pays et ils sont prêts à se battre pour leur pays. Ça, c'est quelque chose que les Chinois et les Asiatiques en général savent bien faire. Créer ce sentiment patriotique très fort vis-à-vis des sujets du même pays. Et ces cours de patriotisme doivent commencer
très bas. Très, très bas. Dès que l'enfant sait parler, on doit commencer à lui enseigner le patriotisme. Deuxième solution, et cet enfant-là, s'il va à l'étranger, il n'oubliera jamais d'où il vient. Deuxième solution que l'on peut aussi mettre en œuvre, ce sont des incitations à rentrer et / investir. Il faut que nos pays, plutôt que de mettre des postes honorifiques, il faut qu'il y ait une vraie politique pour la diaspora. Il faut que nos pays établissent des ministères de la diaspora, qu'on ait des ministres de la diaspora qui ont des projets concrets pour faire rapatrier les fonds, rapatrier les personnes au pays. Il faut qu'il y ait des espaces, des terrains, des aménagements que l'on permette pour que les gens de la diaspora puissent rentrer. Que l'on permette les conditions de double nationalité pour qu'ils puissent rentrer sans avoir besoin de renier 20 ans, 15 ans passés à l'étranger parce qu'ils vont devoir perdre une nationalité. Il faut que tous ces éléments-là soient clarifiés. Les Africains doivent pouvoir mettre en œuvre de véritables politiques d'incitation. Pas juste de dire year of return, venez, vous allez avoir des passeports. Non, on a un vrai projet pour la diaspora. Quand vous allez revenir, voilà ce que vous allez faire. Et puis bien évidemment, ceci va permettre aux gens de rentrer avec leur talent. Il y a des gens dans la diaspora qui savent faire des choses inouïes, qui malheureusement ne peuvent pas le faire pour leur pays. Parce que s'ils viennent, on va les combattre. S'ils viennent, ils vont être perçus comme des ennemis. S'ils viennent, on va leur mettre les bâtons dans les roues, plutôt que de les encourager à développer des choses. Voilà la mentalité, malheureusement, dans beaucoup de nos pays. Et puis la troisième chose que nos dirigeants, ça c'est au niveau des dirigeants, ensuite on va voir ce qu'on peut faire au niveau personnel. Au niveau des dirigeants, la troisième chose qu'on peut faire, donc, c'est créer les conditions du succès. Il faut qu'en Afrique, on crée les conditions pour que quelqu'un qui a un talent de football puisse faire éclore son talent de football, devenir un grand champion avant peut-être d'aller jouer dans les grands championnats ailleurs, comme le Brésil le fait. Vous avez remarqué que les Brésiliens, tous qui jouent au foot, ont commencé au Brésil avant d'aller s'expatrier ailleurs. Parce qu'au Brésil, on a mis les conditions pour qu'on puisse éclore en tant que footballeur. Or, le Brésil n'est pas extrêmement riche. C'est pour dire que la mise en œuvre de ces conditions ne demande pas des choses extraordinaires. Il faudrait qu'on ait juste une véritable politique bien pensée pour que les talents sportifs puissent éclore dans les pays, qu'on ait des vrais centres d'excellence, on peut les construire, on a des ressources pour ça. Moi, j'aime souvent dire que, quitte à aller recruter un coach, Pep Guardiola, à qui vous voulez Bielsa, et le ramener au pays, il faut le faire. Tu le ramènes au pays, il travaille là pendant 5 ans, il te crée un système de jeu dans les différents sports que tu veux, il te forme ton pays, il te forme des coachs, et après il s'en va, vous avez une vraie culture après, vous la perpétuez génération après génération. Mais ces choses-là peuvent se faire. Elles peuvent clairement se faire. Tu prends dans le sport, mais aussi dans le domaine intellectuel, que les pays créent sur place les conditions pour éclore et devenir un top mathématicien, un top physicien. Il faut investir dans des labos, il faut investir dans la recherche, il faut investir. Et nos gouvernements peuvent le faire dès maintenant. Il faut que les étudiants arrêtent d'avoir pour obsession d'aller en Europe pour pouvoir faire leur thèse, d'aller en Europe pour pouvoir faire leur recherche. Alors que sur place, en mobilisant un certain type de matériel, on peut créer les conditions pour créer de véritables champions locaux. C'est tellement important de comprendre ça. C'est tellement important qu'on puisse créer en Afrique les conditions pour que Kylian Mbappé, qu'il naisse, grandisse au Cameroun, naisse, grandisse en Côte d'Ivoire, naisse, grandisse au Sénégal et que sur place, il devienne un grand champion parce qu'on a mis en œuvre des conditions. Alors attention, certains pays ont commencé à faire ça. Sadio Mané par exemple et d'autres joueurs viennent d'institutions sénégalaises. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin, beaucoup plus loin dans cet effort et que ça ne s'arrête pas au sport. Parce que je l'ai dit, le sport ce n'est que la face immergée de l'iceberg. Plus bas, il y a tout un gros travail à faire pour aller développer cette logique-là dans tout le pays. Donc voilà ce qu'on peut faire déjà au niveau institutionnel. Mais maintenant, on peut aller plus loin et agir au niveau personnel. Et ça vous concerne, vous et moi. Comment on fait donc pour pouvoir combattre? Au niveau personnel, la première chose qu'on peut faire, c'est d'abord l'éducation à la maison. Nous devons éduquer nos enfants comme des Africains. Mes enfants sont nés en France, ils grandissent ici, mais ils sont africains. Ils sont africains, clairement. Et ça doit se sentir par la langue, pilier important, l'alimentation, pilier important, mais encore plus important, l'attachement à la terre. Ils doivent aller au pays, vivre le pays. Moi, par exemple, il est question que dans peu de temps, les enfants puissent aller passer
quelques années scolaires en Afrique. Il faut qu'il y ait un vrai ancrage. Pas juste on dit. Non. Je sais que tout le monde ne peut pas se permettre ça, de rentrer en Afrique avec ses enfants pour pouvoir faire qu'ils étudient là-bas. Mais je vous donne le type de solution qui existe. Certains peuvent le faire ici. Ramener ses enfants en Afrique et faire qu'ils aient un véritable ancrage local. Quand ils parleront d'Africains, ils parleront de par leur vécu, de par leur expérience. On n'aura pas besoin de leur raconter l'Afrique ou de les forcer à se sentir africains. Non. Ils iront en Afrique par plaisir. Ils repartiront eux-mêmes chaque vacances par plaisir. Parce qu'ils ont goûté, ils ont testé, ça a été bon et ils ont kiffé l'Afrique. Et ça passe par l'éducation. Ça passe par le narratif. Les discours que l'on a vis-à-vis de l'Afrique. Il faut qu'on arrête d'avoir un narratif négatif sur l'Afrique qui consiste à toujours critiquer. Oui, l'Afrique, c'est les dictateurs. Je vous rappelle que tout ce que vous pouvez appeler dictateurs, tôt ou tard, ils vont mourir. Tôt ou tard, leur règne va passer. OK? Donc, le pays va rester. On ne peut pas détester son pays à cause d'un gouvernement. On ne peut pas faire ça. C'est un non-sens. Ce gouvernement-là va passer. Aussi simple que ça. Même si vous êtes parti d'un pays en guerre, cette guerre-là va finir. Il n'y a pas un pays qui va être en guerre éternellement. La guerre va finir. Donc, il n'y a pas de raison de traumatiser les enfants, de faire que tout le monde commence à détester le pays parce qu'on a eu soit à titre personnel une expérience négative. Non. L'éducation, c'est très important. Le narratif, c'est très important. Parlons de l'Afrique de manière à faire rêver les enfants, à faire rêver tout le monde autour de nous et pas de manière à faire fuir les gens ou encore à effrayer les gens. Si on parvient à faire ça, on aura déjà fait une grande partie du travail. Mais si on met en œuvre ces 5 solutions, les 3 solutions étatiques et les 2 solutions personnelles, l'Afrique va se rendre compte qu'elle va commencer à conserver une grande partie de ses talents et surtout attirer à nouveau ces talents qui sont partis. Voilà ma stratégie. Mais si on ne fait pas ça, les amis, ce qui s'annonce va être catastrophique. Ce qui s'annonce va être catastrophique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure que le temps va passer, les cerveaux vont partir du continent africain et ils ne reviendront pas, ou très peu d'entre eux reviendront. Donc c'est un enjeu majeur. On développe un pays grâce à la matière grise. C'est pas les matières premières, c'est la matière grise. Un pays qui n'a pas de matière grise, même s'il a des matières premières, on va le berner, le tromper, il va signer des contrats n'importe comment, comme ça a pu être le cas déjà en Afrique. Par contre, un pays qui a de la matière grise, même s'il n'a pas les matières premières, il va concevoir la technologie et il va l'acheter les matières premières. Ça s'achète les matières premières. Les matières grises, un peu moins. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que le sujet est super important et super stratégique pour qu'on le prenne avec tout le sérieux qu'il mérite. J'attends vos commentaires, je vous dis à très bientôt.